Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 68. Cette semaine, on parle de la guerre de 100 ans qui a marqué l'histoire de France. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 68e épisode. Alors je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier en prononçant leur prénom avec un accent français. Alors bienvenue à Stokes, Mike, Evelyn, Will et Mario. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé Je vous explique, où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, tout ce qui est un peu difficile en français. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues, à la version MP3 de chaque épisode et encore beaucoup de matériel pour les apprenants, venez rejoindre le club VIP. Et dans le podcast Je vous explique, je continue à parler du sujet de l'épisode, donc vous aurez accès au bonus sur la guerre de 100 ans. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. Vous avez voté sur le canal Telegram public dans le sondage pour la guerre de 100 ans. Donc merci d'avoir voté et on va parler de cette fameuse guerre en français simple et naturel. Alors c'est parti. Bon déjà, la guerre de 100 ans, c'est pas une seule guerre continue mais plusieurs petits conflits que je vais expliquer en résumé dans cet épisode pour pas qu'il dure trop longtemps parce que sinon il y aurait trop de choses à raconter. En fait, la guerre de 100 ans a duré 116 ans, donc un peu plus de 100 ans. C'est une suite de conflits entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France à la fin du Moyen-Âge, et je vais vous expliquer comment tout ça a démarré en 1337. Il y a plusieurs raisons en fait. Les deux royaumes faisaient beaucoup d'échanges commerciaux de différents produits. Les marchandises qui venaient d'Angleterre, donc du nord, comme la fourrure ou la laine, étaient vendues en France dans la région Champagne. Ces articles étaient échangés contre d'autres venant du sud, comme par exemple le vin français, ou bien les épices ou la soie venant de la Méditerranée. Au début de ce XIVe siècle, les familles des deux royaumes étaient assez liées vu que Édouard II, le roi d'Angleterre, était marié avec Isabelle de France, la sœur du roi français Louis X. Donc en sachant ça, on peut voir que les relations entre la France et l'Angleterre étaient plutôt bonnes. Depuis le Xe siècle, les forêts sont défrichées pour être remplacées par des champs cultivables, des terres agricoles. Défricher veut dire justement rendre un terrain cultivable, donc couper les arbres et préparer la terre. Avec l'augmentation du nombre de terres agricoles, la population augmente très rapidement et dépasse les capacités agricoles. Donc l'Europe va subir une crise démographique qui provoque des petites tensions pour le partage de ces terres. Et on ajoute un autre problème, un refroidissement du climat qui entraîne de très mauvaises récoltes au début du siècle. Et un autre problème surgit, c'est la mort du roi de France Louis X. Alors pourquoi c'est un problème ? Parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un successeur et je vais vous résumer la situation familiale. À l'époque, les successeurs à la couronne ne pouvaient pas être des femmes. Le problème c'est que Louis X n'a eu qu'un seul garçon qui est mort 4 jours après être né. Oui, à l'époque, les bébés pouvaient mourir plus facilement. Il a eu une fille, mais qui ne pouvait pas non plus gouverner. Donc on va chercher dans les frères de Louis X pour trouver un héritier. On nomme Philippe V en tant que roi de France, mais il meurt 6 ans après. Philippe V n'avait que des filles, donc on cherche encore un autre héritier. On choisit alors comme roi un autre frère de Louis X, Charles IV, qui meurt aussi 6 ans après. Lui aussi, il avait que des filles, donc on cherche encore un autre successeur au trône de roi. Pas de chance non plus sur ce coup. Il reste seulement une sœur de Louis X, Jeanne de France, mais elle est mariée à l'ancien roi d'Angleterre Édouard II, dont leur fils, Édouard III, est roi d'Angleterre. Donc Édouard III, le roi d'Angleterre, peut aussi devenir roi de France, et il se propose comme candidat, mais les nobles refusent. Bon, alors il faut remonter plus loin dans la dynastie pour trouver un héritier. C'est une situation inédite. Soit les hommes de la famille sont morts, soit il n'y a que des femmes. On va chercher dans les oncles de Louis X,
mais ils sont déjà morts aussi, donc on va prendre le fils d'un de ses oncles, Philippe VI, qui devient roi de France. Tintintin, enfin, youpi. Édouard III accepte de renoncer au titre de roi de France en espérant que Philippe VI le soutienne dans sa guerre contre l'Écosse. Alors que Philippe VI, le roi français, va soutenir les Écossais, donc Édouard III, très mécontent de la décision du roi français, va déclencher la guerre contre le royaume de France. Et la guerre commence par une série de batailles en 1337 en Guyenne, l'ancien nom de l'Aquitaine, ma région natale. J'en ai parlé dans l'épisode 22 sur Bordeaux et 23 sur le bassin d'Arcachon. La France perd beaucoup de batailles, comme celle de Crécy en 1346 ou encore celle de Poitiers en 1356. Philippe VI meurt entre ces deux batailles et son fils Jean II lui succède, mais manque de chance, il est capturé par les Anglais. Grâce au traité de Brétigny, Édouard III, roi d'Angleterre, contrôle de nombreux territoires du royaume de France et il est en position de force. Après la mort de Jean II, son fils Charles V le Sage devient roi de France à son tour. On en a vu passer des rois durant cette période. Pour les hispanophones, c'est pas le même Charles V que Carlos V, entre parenthèses. En tout cas, ce Charles V veut reprendre la main sur les Anglais. Par contre, il sait qu'il ne peut pas les attaquer directement sous peine de défaite. Donc, il va mettre en place des pièges plus subtils. Il obtient même l'aide du royaume de Castille pour vaincre les Anglais à La Rochelle en 1372. Donc, muchas gracias, amigos españoles. Et enfin, Édouard III, roi d'Angleterre, meurt en 1377, ce qui aura pour conséquence d'affaiblir les forces anglaises. Et jusqu'en 1381, les Français vont réussir à reprendre la majorité de leur territoire aux Anglais. Cette même année, en 1380, Charles V meurt et le nouveau roi français devient son fils, donc je vous laisse deviner le nom, Charles VI, surnommé le Bien-Aimé, dont j'ai parlé dans l'épisode sur Jeanne d'Arc. Pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer en détail, Charles VI devient fou, donc on le surnomme ensuite Charles le Fou. Du côté de l'Angleterre, il y aura également une lutte pour la succession au trône de roi. C'est Richard II, le petit-fils d'Édouard III, qui devient le nouveau roi anglais. Mais son cousin, Henri IV, le fait emprisonner en raison de sa tyrannie. Henri IV meurt et son fils, Henri V, évidemment, devient le nouveau roi d'Angleterre. Henri V veut reconquérir les terres perdues en France, donc c'est reparti pour un nouveau conflit. Henri V va bien profiter de la folie du roi français pour envahir le pays et faire un peu ce qu'il veut. Suite au traité de Troyes, c'est le nom de la ville, tout le nord de la France et la Guyenne reviennent aux mains des Anglais et c'est un vrai désastre pour les Français. Et comme si ça suffisait pas, Henri V se marie avec Jeanne, la fille de Charles VI, le roi de France de l'époque. Donc leur fils, Henri VI, devient le potentiel roi de France en étant roi d'Angleterre. Ensuite, on arrive à la partie sur Jeanne d'Arc, que j'ai expliqué dans son propre épisode. En résumé, Charles VII a été déshérité par son père Charles VI, parce qu'il était fou. Jeanne d'Arc va combattre les Anglais à Orléans pour aider Charles VII à monter sur le trône pour devenir roi de France. Et si vous avez déjà écouté l'épisode, j'explique que Jeanne arrive à son objectif et j'explique comment elle fait. Mais je dis aussi que, suite à cette victoire de Jeanne, elle sera plus très utile à la France et par conséquent, elle devient prisonnière des Anglais et finira par être brûlée vive en 1431. Les Anglais et leurs alliés couronnent quand même Henri VI à Paris, mais ça suffit pas pour qu'il devienne roi. Et heureusement. Donc Charles VII se rebelle, attaque les Anglais et gagne une bataille dans la ville de Castillon en 1453. À ce propos, cette ville s'appelle maintenant Castillon-la-Bataille et elle est située en Gironde près de Bordeaux. Ça fait partie des choses que j'ai apprises en écrivant cet épisode. Et oui, parce que je savais que la ville s'appelait Castillon-la-Bataille, je connaissais le nom de la ville parce qu'elle est en Gironde, mais je savais pas pourquoi elle s'appelait comme ça. Bref, cette victoire française marque le début de la fin du règne des Anglais en France. Ce succès est dû au changement d'armes des Français qui ont utilisé des canons contre les arcs et les flèches des Anglais.
En effet, c'est un peu plus efficace, et malheureusement pour les Anglais, ça a été un vrai carnage. Un carnage veut dire un massacre violent et sanglant. Suite à cette bataille de Castillon, les Anglais ont été expulsés du royaume de France en libérant l'Aquitaine au passage. La France revient aux Français, sauf la ville de Calais, mais c'est une autre histoire. Donc c'est la fin de la guerre en 1453. Bref, cette guerre de 100 ans était plutôt une série de conflits entre deux familles royales, les Capétiens, rois de France, et les Plantagenets, rois d'Angleterre, avec de longues pauses entre les batailles. En fait, avant d'utiliser l'artillerie, donc les canons, les Français perdaient les batailles parce qu'ils utilisaient des chevaliers et leurs épées contre les flèches des Anglais. Donc la guerre de 100 ans marque la fin de la chevalerie et le début de l'artillerie avec des armes comme des canons par exemple. Charles VII, surnommé le Victorieux, décide également de créer une armée royale permanente. Et du côté anglais, Henri VI devient fou et ça va déclencher des tensions en Angleterre pour finir sur la guerre des Deux Roses. La guerre de 100 ans est souvent considérée comme le début de la longue rivalité entre la France et l'Angleterre, puisqu'il y aura d'autres conflits entre les pays par la suite. Heureusement, de nos jours, les deux pays sont réconciliés depuis longtemps, mais on ressent encore un peu cette compétition durant des matchs de rugby ou de football. On ressent un petit peu de tension quand les deux équipes nationales s'affrontent. Voilà, je viens de vulgariser la guerre de 100 ans le plus simplement possible. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que vous avez réussi à suivre l'histoire avec tous ces différents rois et leurs numéros et leurs surnoms. On se retrouve dans le podcast Je vous explique pour continuer à parler de la guerre de 100 ans. Mettez un like si vous êtes sur YouTube et si vous l'avez aimé. Merci beaucoup de l'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye!